Le grand entretien ce matin à 8h19 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité avec Raphaël Legendre, c'est Aurélie Trouvé. Bonjour. Bonjour. Députée LFI de Seine-Saint-Denis, vous êtes présidente de la commission des affaires économiques depuis le 9 octobre dernier. Vous avez été militante altermondialiste, vous avez bossé pour Attac, vous êtes aussi ingénieur agronome, maître de conférences à Agrotech, à AgroParisTech. Comment vous voyez votre rôle de présidente de la commission des affaires économiques? Est-ce que vous dites, mon rôle, c'est d'être anticapitaliste, anti-entreprise, anti-business? Eh ben, pas du tout. D'abord, la première chose, c'est mon rôle, d'abord et avant tout, c'est de faire vivre la démocratie parlementaire et le débat. Voilà. Ça, c'est une chose à laquelle je tiens parce que ça fait 7 ans de présidence Macron et clairement, le rôle et les pouvoirs des députés ont été amoindris progressivement. Et vu en plus la configuration de l'Assemblée nationale, il est temps de refaire vivre ce débat dans l'Assemblée nationale. Ça, c'est mon premier rôle. Le deuxième rôle, c'est de faire vivre une autre économie, de montrer qu'une autre économie est possible. Et quand je vous dis une autre économie, c'est notamment une économie qui soit planifiée. Vous voyez, hier j'étais au salon de l'automobile. Bon, il y a un vrai problème. On a un secteur en crise, 200 000 emplois qui ont disparu en 15 ans, une balance commerciale qui passe de plus 13 à moins 15 milliards, un virage vers l'électrique qui n'est pas bien négocié. Et en fait, le rôle de l'État, ça ne va pas. Parce qu'il n'y a pas de cap clair. Là, on est en train de remettre en cause, par exemple, le bonus écologique. Donc, on a des injonctions contradictoires de la part des gouvernements successifs. Il faut une planification claire, une anticipation pour pouvoir, ne serait-ce que, être à la hauteur de la concurrence chinoise ou états-unienne. Mais on y trouvait justement, vous étiez au salon de l'automobile quand vous voyez cette offensive chinoise absolument massive au salon de l'automobile et un écart de compétitivité de 25% entre la Chine et l'Europe. Est-ce que vous ne vous dites pas qu'il faut tout faire pour soutenir l'entreprise? Est-ce que ce n'est pas en taxant, est-ce que vous pensez que c'est en taxant toujours davantage les entreprises qu'on va pouvoir réduire cet écart de compétitivité et faire front à cette compétition mondiale? Le problème, c'est qu'en France, vous avez 170 milliards d'aides aux entreprises par an, directes, indirectes, qui ne sont pas ciblées, pas planifiées. Donc, et 3 fois plus d'impôts, les entreprises françaises sont les plus taxées de l'OCDE. Ce que je veux vous dire, c'est que des baisses de charges générales ou des aides sans contrepartie, ce n'est pas ça qui fera qu'on ira dans le bon sens dans l'économie. Par exemple, il faudrait des aides ciblées et quand on verse une aide aussi qu'elle soit conditionnée. Par exemple, au fait de ne pas délocaliser. Vous savez que vous avez des délocalisations massives. Nous, dans nos territoires, partout, nous avons des usines qui sont en train de fermer, des sous-traitants automobiles notamment. Stellantis, par exemple, mais aussi Renault, sont dans une logique de délocalisation massive avec des équipementiers, des sous-traitants. Vont vous dire le coût du travail est trop élevé. Alors j'y arrive. C'est pour ça qu'on est obligé de partir. Il y a aussi un vrai problème de politique européenne. Du bout des lèvres, on a accepté qu'il y ait des droits de douane de 35% pour certains segments vis-à-vis de la Chine. C'est absolument insuffisant quand aux États-Unis, ils se protègent à 100% de droits de douane vis-à-vis de la Chine. Et encore, on ne le fait que sur les véhicules, si vous voulez, complets, mais on ne le fait pas, par exemple, sur les composants, ce qui est un vrai problème. Ça veut dire que, par contre... On avait le patron de Valeo hier sur ce plateau même qui nous disait qu'effectivement, il fallait protéger l'ensemble de la filière. Valeo a raison. En attirant des usines sur le sol européen. C'est ce que ces droits de douane de 35 à 45% le mois prochain vont permettre. C'est-à-dire que les Chinois, d'ores et déjà, annoncent des constructions d'entreprises sur le sol européen. Donc ça, c'est plutôt positif, non? Écoutez, qu'il y ait des investissements du moment qu'ils sont bien contrôlés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on maintienne l'emploi, mais aussi la valeur ajoutée. Donc, je veux dire, il faut aussi soutenir particulièrement les entreprises françaises qui, à la fois, jouent le maintien de l'emploi, jouent la relocalisation de la production. Ça veut dire des aides conditionnées. Or, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Mais pourquoi contrôler? Est-ce que vous ne voulez pas faire confiance aux entreprises ou simplement si un environnement est favorable aux affaires, elles s'y installeront? Mais vous voyez bien que l'ultralibéralisme économique, ça ne fonctionne pas dans l'automobile. Regardez, cette filière est en crise. À l'inverse, les États-Unis et la Chine. Où est-ce que vous voyez de l'ultralibéralisme en France? Regardez ce qui se passe par exemple aux États-Unis ou en Chine. En France, je vous parle de la France. Mais du coup, je vous compare avec d'autres pays qui, au contraire, planifient et régulent fortement. D'accord? En Chine, c'est en centaines de milliards d'euros de subventions que ça se compte, pas en centaines
centaines de millions comme chez nous, et où tout est ciblé vers la transition vers l'électrique notamment. Aux États-Unis, ils ont une protection à plus de 100% de droits de douane quand on est à 10, 20, 30% selon les composants. Vous voyez bien que ça ne va pas. Et en fait, ça nous amène justement à être en crise. Vous voyez bien que ça ne fonctionne pas. Quand on a une suppression de 200 000 emplois et une filière qui est en gros déficit commercial alors qu'elle était exportatrice nette, c'est qu'il y a un problème. Mais je repose la question, où est-ce que vous voyez l'ultralibéralisme en France, dans le pays où il y a les prélèvements obligatoires les plus élevés, dans un pays où on a fait le quoi qu'il en coûte, où on a subventionné l'électricité, où on dépense, il est où l'ultralibéralisme? Alors justement, c'est intéressant, c'est qu'en fait le libéralisme économique, ça n'est pas le retrait total de l'État. C'est le fait d'abord de ne pas intervenir de manière ciblée, planifiée sur les échanges, sur les prix, sur la production, etc. Mais on peut avoir quand même des aides massives, mais qui ne sont pas ciblées. Voilà, c'est le cas ici. On a des baisses de charges pour les entreprises, mais qui ne sont pas, j'ai envie de dire, réfléchies sur plusieurs années pour faire en sorte que notre industrie d'abord soit au service des salariés, au service de la transition écologique, au service du maintien de l'emploi et de l'investissement productif. Et moi, je vais vous dire un problème On a créé 2,5 millions d'emplois avec les allègements de charges. Oui. Est-ce que vous remettez en cause, par exemple, les allègements de charges autour du SMIC? C'est un sujet de ce budget du PLFSS. Vous voyez, vous me disiez, vous êtes anti-entreprise. Je ne suis pas du tout anti-entreprise. D'accord, je pense qu'une autre entreprise est possible. Une entreprise, des grandes entreprises qui fassent en sorte de mieux servir les salariés, dans lesquelles l'État décide tout, de mieux servir les salariés, de mieux servir l'investissement productif qui est en berne et peut-être un peu moins les grands dividendes des actionnaires. C'est que l'État prend quand même une entreprise au service de la société. Sur le salaire des salariés, l'État et les cotisations sociales pèsent beaucoup plus que les dividendes. Est-ce que c'est pas ça qui pèse sur le pouvoir d'achat des Français finalement? Vous savez quoi, à force d'avoir fait des exonérations de cotisations sociales, nous avons une caisse de la sécurité sociale, une caisse des retraites en très gros déficit. Vous savez, un modèle social à bout de souffle. 28 milliards de déficit l'année prochaine peut-être. Alors le déficit, parlons-en, parce que c'est pas un problème de dépenses publiques aujourd'hui. On est à peu près à 56% de dépenses publiques dans le PIB, dans la richesse totale, depuis 15 ans. Et à 6,1% de déficit. Ouais. Oui. Mais donc, à quoi c'est dû ce déficit de 6 et quelques pourcents, d'accord? À quoi c'est dû? On a des dépenses publiques qui restent à 15% du PIB depuis 15 ans. Par contre, on a des recettes publiques qui ont... plus de 50% du PIB, pas 15, oui. Pardon? Des dépenses publiques à plus de 50% du PIB depuis 15 ans. Oui, pardon. 56% depuis 15 ans, d'accord? Donc c'est stable. Par contre, on a un problème, c'est qu'on a une baisse des recettes publiques. Liée à quoi? Liée justement à ces baisses de charges massives, non ciblées, non planifiées, qui font qu'on a effectivement un gros déficit, notamment dans les caisses de retraite, puisque vous le savez très bien, les cotisations sociales, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert notamment à faire entrer de l'argent dans les caisses de retraite. Un quart des dépenses publiques pour les retraites. Allons sur le dossier Sanofi parce qu'il nous reste très peu de temps. Là, vous vouliez planifier. On a justement un exemple, Sanofi qui veut vendre sa division Doliprane, qui sont, il y a cette molécule qui est déjà dans le domaine public, et puis il y a des compléments alimentaires dans la structure qu'ils veulent vendre. Ils veulent vendre pour pouvoir investir dans le cancer, dans les maladies rares. Là, on est sur des investissements d'avenir. Vous vous dites, c'est scandaleux, c'est un dossier de souveraineté, il faut nationaliser et empêcher la vente. Là, typiquement, on n'est pas dans un contre-exemple de planification pour l'avenir du pays et pour l'avenir de la santé. Alors là, je peux vous dire que la quasi-totalité des groupes parlementaires sont opposés complètement à cette vente d'un actif stratégique. Il faut d'abord se rappeler... C'est un actif stratégique. Pourquoi c'est stratégique le paracétamol? Il faut se rappeler quand même que d'abord on a eu des soucis de pénurie d'un certain nombre de médicaments, dont le paracétamol dans les dernières années, que c'est la santé même des gens qui est en jeu, et que par ailleurs cette vente clairement peut remettre en cause la production du Doliprane et du paracétamol sur le sol français. On a des exemples par ailleurs qui viennent d'Alstom avec General Electric ou d'autres exemples quand on a une vente d'un actif stratégique à un fonds d'investissement américain, ça se solde malgré des conditions qui seraient mises sur cette vente, ça se solde bien souvent par une délocalisation. Donc vous préférez Sanofi qui n'investit pas et qui dit cette filiale, je ne sais pas quoi en faire, j'ai pas les moyens, plutôt qu'un fonds américain qui lui dit je vais investir et développer le business. Un, il faut que l'État bloque cette vente.
Voilà, et je crois qu'il aurait déjà dû le faire. Et deux, et d'ailleurs tout est ouvert aujourd'hui, et je le dis, j'ai vu d'ailleurs des premiers pas faits parce qu'on a mis la pression par le gouvernement et le ministre de l'économie, et on va continuer bloquer la vente. Voilà, bloquer la vente, parce que oui, l'État peut le faire quand il s'agit d'actifs stratégiques, et deux, je pense qu'aujourd'hui se pose la question, d'ailleurs le ministre de l'économie a ouvert la porte, et il a bien raison, mais c'est parce qu'on a mis la pression. Deux, il y a la question aujourd'hui d'une renationalisation partielle ou complète d'une industrie comme Sanofi qui concerne la vie et la mort des gens, tout simplement. C'est-à-dire notre capacité, la vie et la mort des gens. Pardon, mais derrière il y a tout un tas d'autres médicaments, oui, et des compléments alimentaires. On est d'accord. Et les deux usines de Lisieux et de Compiègne sont des usines d'emballage, grosso modo, de conditionnement. La molécule active, elle vient de Chine. On va créer avec Séquence, effectivement, on va refilialiser, mais on parle d'usines en plus qui vendent à 95% sur le marché français. Il y a donc très peu de risques de délocalisation. Je vais vous dire, de manière globale, oui, excusez-moi, nous avons besoin de paracétamol. Ça, c'est un fait. C'est disponible beaucoup moins cher d'ailleurs. Non, on a eu des problèmes. Non, on a eu des problèmes de pénurie par ailleurs ces dernières années. Et je vais le dire plus globalement. C'est la molécule active qui je vais vous donner exactement, mais vous voyez bien que c'est contradictoire. C'est-à-dire que on a implanté une usine. Ça n'est pas Opella qui produit la molécule active. Oui, mais regardez comme c'est contradictoire. Au lieu de relocaliser l'ensemble de la filière, enfin, on devrait relocaliser l'ensemble de la filière. Là, on est en train de vouloir faire une usine pour produire le principe actif et en même temps délocaliserait la deuxième étape qui est pardon, mais il y a un risque de délocalisation très clair parce qu'on a des exemples. Que vous agitez, mais il y a des engagements. Oui, et General Electric avec Alstom, c'est pas une agitation, c'est un exemple très concret de ce qui s'est passé. C'est la vente d'un actif stratégique d'une usine, d'une filiale Alstom qui ensuite a vu sa production délocalisée. Et donc aujourd'hui, je le dis et je finis là-dessus, oui, nous avons un énorme problème de relocalisation de l'industrie. Nous sommes passés d'une destruction d'emplois plus importante que la création d'emplois dans l'industrie depuis quelques mois. Et je le dis, si nous n'agissons pas, si l'État n'agit pas fortement, nous allons vers une désindustrialisation d'ampleur dans ce pays. Merci beaucoup Aurélie Trouvé. Vous reviendrez maintenant que vous êtes présidente de la commission des affaires économiques, vous reviendrez régulièrement sur BFM Business. Dans un instant, Marc Fiorentino face à Jean-Marc Daniel. À tout de suite.